Bonjour à tous. À cette occasion, mon collègue Omar Solis et moi, Juan Pablo Correa, vous parlerons de la captation et séquestration du carbone. Vous trouverez ici les contenus de notre présentation. Et premièrement, on va parler sur la réduction des émissions versus émissions négatives. On va parler les sources, les piégeages et les transports du CO2, les stockages dans les formations géologiques et dans les océans. Et finalement, on va parler sur la lacune en matière de connaissances et les coûts et les potentiels économiques. D'accord, c'est parti. Réduction des émissions versus émissions négatives. Actuellement, le CO2 et les seuls gaz à effet de serre dont les émissions négatives sont faibles à grande échelle. Quand on parle d'une réduction des émissions de CO2 est référé à des actions qui réduisent la production de CO2 et fréquemment est liée à réduire la consommation d'énergie. Par exemple, dans les bâtiments, avec la limitation de consommation ou une meilleure isolation pour réduire les besoins de chauffage, ou dans les transports et un développement des transports en commun ou des transports moins polluants. D'un autre côté, on a le terme émissions négatives qui a comme la proposition la stabilisation du réchauffement climatique. Le IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change anglais, définit les émissions négatives comme la retiration des gaz à effet de serre de l'atmosphère par action de réduction et après un procès de retirer les gaz par un stockage naturel ou artificiel. Cet objectif a été ratifié par 146 pays et signé par autres 48 en vertu de l'accord de Paris. Les sources du CO2. Le dioxyde de carbone, CO2, et ce gaz à effet de serre présents naturellement dans l'atmosphère. Mais les activités humaines entraînent une augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, contribuant ainsi au réchauffement de la planète. Il existe différents processus qui contribuent à l'émission de CO2. Par exemple, l'utilisation et brûlé du combustible fossile dans de grandes centrales électriques, des moteurs, des voitures et des systèmes de chauffage. Également, il y a d'autres processus industriels qui peuvent rejeter CO2, ainsi l'extraction ou le traitement des ressources ou le brûlement de forêts. Mais avec l'information de ce pas, on peut définir les sources comme 6 principalement. Agriculture, sylviculture, transformation en énergie, industrie manufacturière, résidentielle, tertiaire, traitement centralisé de déchets et transport. Dans ces graphiques, les 6 surmentionnées sont observées. C'est l'évolution des émissions de CO2 de 1980 à 2018 pour la France métropolitaine et l'outre-mer, inclus dans le UE, 1 mégatonne. Vous trouverez aussi les UTCATF, c'est l'utilisation des terres, changement d'affectation des terres et de la forêt. Essentiellement, ici dans ce graphique, ces UTCATF montrent les émissions négatives pour chaque année. Le deuxième budget carbone de 2019-2023, fixé à 2020 par la révision de la SNVC, s'élève à 315 mégatonnes de CO2,
hors UTCATF. À 2019, les émissions préestimées s'élèvent à 328 mégatonnes de CO2. Elles doivent donc encore diminuer dans les années prochaines pour atteindre les objectifs fixés pour la période de 2019-2023 de 315 mégatonnes de CO2 homogène sur la période. Le point suivant est le piégeage de CO2. Le piégeage, c'est la collecte de CO2 et après faire une forme de stockage, soit dans des formations géologiques ou dans les océans comme on verra ensuite. Il y a plusieurs facteurs pour déterminer si le piégeage est une option viable pour une source d'émission donnée. Et le volume de la source d'émission, le fait qu'elle soit stationnaire ou mobile, c'est-à-dire par exemple une centrale électrique et une voiture respectivement, la distance séparant des sites de stockage potentiels et la concentration et ses émissions de CO2. Selon le GIEC, d'après les différents scénarios d'émission, le potentiel de piégeage de CO2 est estimé à 9 à 12% des émissions mondiales de CO2 en 2020 et est prévu que pour 2050 sera à 21,45%. Pour piéger le CO2, il faut d'abord le séparer des autres gaz émis lors de la combustion ou de traitement et ensuite être purifié et comprimé pour faciliter son transport et stockage. Il y a trois systèmes qui permettent de piéger le CO2 résultant de la combustion. La post-combustion du gaz résultant en travail avec un liquide qui absorbe uniquement le CO2. La pré-combustion qui on transforme tout d'abord la combustible primaire en gaz et obtenant l'hydrogène et du CO2 et puis leur séparer plus facilement. Et la combustion de gaz oxygéné, on utilise l'oxygène pur pour brûler le combustible au lieu d'utiliser l'air façon vapeur d'eau et de CO2. Dans le cas de transport, on trouve deux méthodes qui permettent de transporter le CO2 via gazoduc. Cette technique est utilisée aux États-Unis depuis le début des années 1970 pour la récupération assistée du pétrole et ils sont à l'heure actuelle le mode de transport de CO2 aux États-Unis. Et on peut également acheminer le CO2 sous forme liquide dans des bateaux du même type que ceux qui transportent le gaz de pétrole liquéfié. Il est possible de transporter le CO2 dans des camions cisternes. Cependant, cette option n'est pas rentable pour un transport à grande échelle. Nous avons deux formes principales de stockage de CO2. Et le premier est sous les formations géologiques. Quelques exemples de stockage géologique sont les gisements de pétrole et de gaz, les formations salines profondes et les gisements de charbon inexploitable. Les sites de stockage doivent généralement se trouver en profondeur de 800 mètres ou plus, là où la pression qui prédomine permet de conserver le CO2 sous forme liquide ou supercritique et éviter qu'il remonte à la surface. Sur cette figure, on peut voir les différentes locations mondiales des sites de stockage géologique du CO2. Les plus proches en France sont Sleipner en Norvège et Insala en Algérie. Cambio. Ici, on peut voir la forme des derniers stockages. Le projet Sleipner, c'est le premier projet d'échelle commerciale de stockage de CO2 dans une formation saline à 800 à 1000 mètres dessous. Il travaille depuis 1996 et s'estime qu'un total de 20 mégatonnes de CO2 a été injecté. Il a une capacité projetée de 1 à 10 gigatonnes de CO2. Par contre, Insala travaille depuis 2004 et c'est un exemple de stockage sur un gisement de gaz de CO2
le premier projet de stockage à grande échelle, injectant 1800 mètres dessus, avec un total stocké de 17 mégatonnes de CO2 environ. La seconde forme de stockage de CO2 est dans les océans. Comme on sait, le CO2 étant soluble dans l'air, des échanges entre l'atmosphère et la surface de l'océan se produisent naturellement jusqu'à qu'un équilibre soit atteint. Et les océans absorbent actuellement environ 7 gigatonnes de CO2 par an. Et quand on veut stocker le CO2 piégé, il est injecté directement dans les profondeurs des océans où la majeure partie sera isolée de l'atmosphère pendant des siècles. Le CO2 pourra être acheminé par gazoduc ou par bateau vers un site de stockage océanique où il sera injecté dans la colonne de l'océan au fond de celui-ci, tels que la formation d'hydrates solides de CO2 ou de lacs de CO2 liquide au fond des océans, et la dissolution des minéraux alcalins tels que la calcaire pour neutraliser l'acidité du CO2. Cambio. Cette manière de stockage peut apporter des répercussions avec impact sur l'écosystème océanique parce que à la mesure de la concentration de CO2 augmente, le pH baisse. Également, est important de remarquer les traités mondiaux et régionaux sur les droits de la mer et le milieu marin, tels que la Convention OSPAR et la Convention de Londres, s'appliquent également au stockage océanique, mais le statut juridique du stockage intentionnel dans les océans n'a pas encore été décidé. On peut stocker d'autres manières le CO2 sous forme solide grâce à un procédé appelé carbonatation minérale par des réactions chimiques avec certains minéraux extraits que l'on retrouve naturellement dans l'environnement, tels que l'oxyde de calcium pour faire le calcaire et l'oxyde de magnésium pour faire la dolomite. En matière de connaissances, il y a beaucoup de lacunes. Et il faut intégrer tous les composants au sein de projets à grande échelle dans le secteur électrique majorement et analyser et réduire des coûts par faisant des études additionnelles et évaluer la capacité de stockage potentiel des sites géologiques appropriés, expérience pilote en matière de la carbonatation minérale, études sur l'impact écologique du CO2 dans les profondeurs de l'océan, et le développement davantage de la cadre légal et réglementaire. En parlant de coûts et potentiel économique, on peut retrouver à quelques points. Le coût du péage peut réduire l'émission de CO2 d'environ 80 à 90 mais peut faire augmenter le coût de la production d'électricité de 35 à 85% en fonction des différentes options au niveau de la conception des installations. Et les fluctuations de prix de l'acier influeront également sur le coût du transport par gazoduc pour une distance de 250 km. Et on estimait que le coût de transport par gazoduc est généralement compris entre 1 et 8 dollars US par tonne de CO2. Par voie maritime, les coûts dépendent de caractéristiques telles que la connaissance des bateaux cisternes. Quand il est possible, le transport par navire est généralement moins coûteux que le transport par gazoduc pour des distances supérieures à 1000 km. Les coûts de stockage dans les formations salines ou les gisements de pétrole et de gaz épuisés se situent généralement entre 0,5 et 8 dollars US par tonne de CO2 injecté, auquel s'ajoute le coût de surveillance, compris entre 0,1 et 0,3 dollars US par tonne de CO2. Les coûts de stockage océanique ont été estimés sur base des coûts induits par le transport par gazoduc en mer ou par bateau, à qui s'ajoutent les coûts d'énergie supplémentaires compris entre 6 et 31 dollars US par tonne CO2 injecté.